Bonjour à tous, bienvenue à ce premier événement donc d'une série de 4 qui va aborder les sujets autour de Zero Trust. Donc la première session, on l'appelait Zero Trust from Zero to Hero. Le but du jeu, c'est effectivement de faire un petit peu l'overview du principe. Donc on aura Jean-Yves qui va nous expliquer ça en long, en large et en travers, de manière à ce que tous les fondamentaux soient bien acquis. Et dans les sessions qui viendront, on répétera le planning qui viendra. Pour les autres sessions, on abordera les trois des piliers, parce que sinon il aurait fallu faire encore plus de sessions pour les aborder tous. On abordera donc un certain nombre de piliers importants du Zero Trust. Donc, pour se présenter tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, Jean-Yves, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, bonjour à tous. En fait, j'appartiens à Microsoft France. Je suis dans l'équipe de la direction technique et sécurité et j'ai un rôle de National Security Officer. Et plus particulièrement, donc j'ai en charge le projet, la- le- c'est plus qu'un projet, c'est le sujet Zero Trust au niveau de la filiale. Et c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui donc auprès de Med6. Et donc, Fabien, le régional de l'étape, en quelque sorte, enfin, ce qu'aurait dû être le régional de l'étape. Merci Hervé et merci Jean-Yves. Donc pour ma part, bonjour à toutes et à tous. Fabien Balny, je suis Regional Lab Manager sur la belle région du Sud-Ouest, donc qui couvre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Nous aurions dû accueillir normalement sur Bordeaux, donc vous aurez mon fond d'écran qui vous permettra de pouvoir transposer le Microsoft Experience Lab de Bordeaux, dans lequel j'aurai le plaisir d'ici quelques semaines de vous accueillir à nouveau. Et donc en dernier, Hervé Thibault, donc je suis le directeur technique de Med6 et j'appartiens également à un groupe de 200 personnes dans le monde Microsoft Regional Director, dont notre mission c'est d'accompagner Microsoft Corp sur sur de ce qu'on appelle du compete, des stratégies d'évolution de produits et du positionnement de produits sur le marché. Voilà. Donc pour revenir au contenu, hop, voilà, rapidement l'agenda. Donc parler effectivement de Zero Trust et montrer que c'est pas juste une vision de l'esprit, c'est que ça, donc comme je disais, ce sera détaillé dans les sessions qui vont suivre. Vraiment une démarche qui est construite, qui s'appuie sur des outils performants. Il y a vraiment quelque chose derrière. On va parler des chantiers, donc d'un certain nombre de chantiers à mener, et on s'appuiera sur un outil qui a été mis à disposition récemment par Microsoft, qui est un questionnaire de maturité en fonction des différents piliers que présentera Jean-Yves, qui permet effectivement qui va vous permettre de définir sur quel axe de travail il va plutôt falloir axer votre développement. Et puis on terminera par vous dire comment, de manière pragmatique, on peut entamer les travaux avec le financement tout ou partie proposé par Microsoft. Je vais me permettre de prendre la main. Donc, merci Hervé pour la présentation de cet agenda. Merci également aux équipes Med6 pour l'organisation de ce Tour de France, de ces 4 étapes autour d'un sujet extrêmement important et primordial pour toutes les organisations, quelle qu'elle soit, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit sa taille, autour de la sécurité et des enjeux liés à la cybersécurité, encore plus par les temps qui courent. Pour rapidement vous présenter les Microsoft Experience Lab. Tout simplement, Microsoft France, suite à l'annonce et au plan de réarmement technologique qui a été présenté par France Digital, Microsoft France a décidé de renforcer en fait son ancrage régional et sa présence en région via l'implantation de 5 Microsoft Experience Lab. Les Microsoft Experience Lab, donc comme celui de Bordeaux, ce sont des lieux pour pouvoir accueillir nos clients, nos partenaires, mais également les startups et tout acteurs ou actrices locaux du monde de l'éducation, du monde de la santé, mais également nos collaborateurs qui sont implantés dans les régions. Les Microsoft Experience Lab donc, sont implantés dans des lieux iconiques. Pour celui de Bordeaux, nous sommes au cœur de la cité numérique qui a pour objectif d'accompagner et pour ambition d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques et des collectivités territoriales de la région de Nouvelle-Aquitaine
autour des sujets qui nous réunissent aujourd'hui, la transformation numérique, mais également l'intelligence artificielle. C'est un tiers-lieu qui donc est chaleureux et sympathique, comme vous le voyez à l'écran, et qui va vous permettre notamment d'organiser des sessions d'idéation pour acculturer vos collaborateurs, mais également bénéficier en fait de formations qui seront effectuées soit par les équipes Microsoft, soit par les partenaires présents sur nos régions autour de nos solutions. Et cela va permettre aussi de faciliter les interactions entre tous les acteurs locaux. Très simplement, et nous allons passer sur la slide suivante, notre objectif pour la région Sud-Ouest, sous l'impulsion de notre directeur de région, Benoît Moussaron-Navarre, et moi-même, avec qui je travaille en binôme, nos objectifs pour la région, c'est de développer et de démocratiser les compétences du digital sur nos territoires. C'est également accompagner et acculturer les filières d'excellence régionales autour du numérique, de l'intelligence artificielle, mais également autour des sujets liés à la cybersécurité. C'est aussi permettre de connecter toutes ces filières à nos écosystèmes de partenaires pour permettre et les aider à accélérer les projets de transformation et ainsi créer de nouveaux champions régionaux. Enfin, c'est de permettre et de faire bénéficier l'ensemble des startups, éditeurs et entreprises qui opèrent leur transition vers le numérique avec des programmes d'accompagnement en région. J'espère avoir l'occasion très rapidement de pouvoir vous accueillir. Pour ma part, donc, j'ai le plaisir d'animer les 2 labs situés sur Bordeaux et Toulouse. Vous retrouverez les Microsoft Experience Lab également dans les métropoles de Nantes, Lyon et Marseille. Je vais maintenant laisser la main à Hervé pour rentrer dans le vif du sujet sur la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Merci en tout cas. Alors juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, tu t'occupais de celui de Toulouse. Toulouse, on aura l'occasion d'y, enfin notamment, tu as parlé Nantes, Marseille, on y sera prochainement. Et Toulouse, effectivement, on sera là en régional de l'étape, on sera présent pour la session qui concerne, si je me rappelle bien, la partie qui sera plutôt data. Voilà. Donc on vous rappellera le timing. Pour présenter rapidement Med6, c'est 10 agences en France. Donc, comme pour rebondir sur ce qu'évoquait Fabien, avoir une présence dans les régions parce que c'est important, avec des centres de compétences en fonction d'un certain nombre d'agences, notamment des centres de services qui vont être un centre de services managé autour d'Azure, Azure au sens global, Azure AD, Intune, etc. et Office 365, et puis un centre de services spécialisé sécurité avec du SOC sur du Sentinel, on aura l'occasion d'en reparler, du Defender for Endpoint et d'autres solutions. Donc, on aura bien l'occasion de les réaborder durant ces différentes sessions. Voilà. Donc, on a fêté nos 10 ans cette année. C'est 350 consultants qui sont répartis à travers la France. Gold, Microsoft, ça j'y reviendrai rapidement en slide d'après, mais important membre de Exatrust, donc qui regroupe des entités françaises autour de la sécurité, les champions de la sécurité un petit peu au niveau de la France, et puis forcément donc une appartenance donc vous avez dû entendre parler récemment du campus cyber, donc on est présent via Exatrust sur le campus cyber. Et voilà, c'est quelque chose dont on a parlé récemment, dont on n'a pas fini de parler, je pense, vu les actualités liées à la cybercriminalité. Donc rapidement, juste, oui, merci. Donc nos missions, audit, conseil, intégration sur un certain nombre de composants. Ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, la cybersécurité, donc qui est mis à gauche, qui de toute façon est transverse à tout ce qu'on peut faire. Nous, c'est vraiment un leitmotiv, un mantra comme ça sera repris par la suite. Donc voilà, c'est quand on fait de l'apps, on fait de la cybersécurité. Quand on fait du DevOps, on fait du DevSecOps. Quand on fait de l'infra, on fait forcément de l'infrasécurité. Donc, on intervient sur les services managés, comme j'en ai déjà parlé, des prestations forfait assistance technique, et au niveau des partenariats Microsoft, qui est forcément notre partenaire de référence. Donc, 16 domaines de compétences Gold. Donc, on va retrouver tout, forcément la sécurité, les aspects qui tournent autour de l'identité moderne, du moderne management, du moderne deployment, des modern apps, etc., etc. Et un certain nombre de spécialisations avancées qui démontrent notre savoir-faire sur des sujets précis. Donc, il y a des sujets d'Azure, il y a des sujets liés à la sécurité, il y a des sujets liés au change.
Donc, je vais juste démarrer sur un constat et ensuite je passerai la main à Jean-Yves qui vous présentera effectivement la démarche Zero Trust. Donc, bon, je pense que tout le monde en est conscient et c'est sûrement pour cette raison-là que vous êtes présent aujourd'hui, hein. Il y a le C5, je pense que tout le monde connaît, qui a dévoilé son baromètre annuel, donc la 7e édition. Donc, sans surprise, il y a plus d'une entreprise sur deux qui déclare, donc potentiellement c'est celles qui s'en sont rendues compte, hein, donc ça veut dire que potentiellement il y en a plus. Voilà, avoir subi entre 1 et 3 attaques est le sujet important parce qu'effectivement on pense à une attaque, mais souvent, enfin, il y a eu des choses qui ont été dites dans la presse en disant on s'est fait attaquer une fois, on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'est-ce qui se rebelote, on s'est fait attaquer une deuxième fois, donc c'est un sujet important. 60% des entreprises ont vu une perturbation de leur activité avec une compromission d'informations dans un certain nombre de cas, mais au moins un certain nombre de perturbations dans la production. Ça peut être le site web quand on fait du e-commerce ou des choses comme ça, ce qui est le cas de beaucoup de sociétés, hein. Qu'on parle de sociétés d'assurance ou autres, assurance tout à fait au hasard, les attaques ransomware. Ça, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que par rapport à l'année dernière, parce que ça a commencé beaucoup en 2020, j'entends l'année dernière par rapport à 2021. Donc en 2020, suite à la pandémie, à un certain nombre de façons de travailler autrement, ça avait été les cyberattaques avaient augmenté de façon très grande. 2021 avait vu, c'était l'année des DSI, 2020, parce qu'on mettait en place les solutions pour télétravailler, etc. Et tout. 2021, c'était plutôt l'année entre guillemets du RSSI, parce que il y a une forte augmentation, je pense pour la plupart d'entre vous, des budgets de sécurité, mais il n'empêche que il y a eu aussi une augmentation, alors pas exponentielle, parce que je sais que ce terme-là, on le voit un petit peu partout, mais une augmentation très très conséquente des attaques. Et malgré effectivement cette augmentation des budgets de cyber, les attaques ont aussi augmenté en proportion. Donc effectivement, il faut continuer cet effort. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. L'EDR, sujet, on y reviendra forcément. Le durcissement de l'AD, j'en reparlerai lors de la deuxième session. C'est un sujet sur lequel on est énormément sollicité en ce moment. L'authentification multifacteur, ça, on en reparlera à tous les niveaux, ça c'est presque le niveau de base. Ça, c'est les choses qui ont été mises en place et on verra qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Et là-dessus, je te passe la main, Jean-Yves, pour nous présenter le modèle. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Et donc, la première question, c'est le sous-titre « Pourquoi doit-on désormais raisonner Zero Trust ?» Donc, pour ceux qui connaissent pas Zero Trust, on va refaire un petit rappel. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de Zero Trust maintenant, indépendamment du fait qu'on va voir quels sont les principes? Tout simplement parce que le monde change, hein. Le modèle de protection périmétrique, hein, qu'on connaît depuis 25 ans, c'est quelque chose je dirais, qui doit évoluer, qui doit être remis en cause. Alors pourquoi? Parce que le monde était relativement simple. On avait l'Internet, hein, qui était l'extérieur, qui était le monde de tous les dangers. Et puis, on se protégeait dans notre petite coquille. Donc, à l'intérieur du réseau d'entreprise, il y avait les utilisateurs, les appareils, on avait nos applications, nos données, tout ça dans nos propres data centers. Et puis, on protégeait ça derrière un pare-feu. On filtrait absolument tous les flux, etc. Et donc, on était quand même relativement rassuré sur le fait que tout ce qui était à l'intérieur, finalement, c'était correctement protégé. Bon, le monde a changé. Pourquoi? Il y a eu quand même, sauf ceux qui auraient été sur une île déserte sur les 10 dernières années, il y a quand même je dirais deux transitions, enfin deux nouveautés. À la fois l'avènement du cloud. Je pense que maintenant, je dirais quasiment toutes les entreprises reposent au moins sur une partie sur le cloud. Et puis le fait que les entreprises se sont ouvertes et cette fameuse mobilité. C'est-à-dire qu'on l'a vu encore plus avec la pandémie. D'un seul coup, il a fallu que tout le monde se mette en télétravail, donc fasse que l'entreprise finalement externalise tous les postes de travail.
Donc, on voit bien que le principe où tous mes postes sont à l'intérieur et puis les quelques utilisateurs mobiles se connectent avec un VPN et puis finalement, je reste toujours dans ma petite bulle. On voit bien que ça, c'est un modèle qui ne tient plus. Donc là, quand on regarde un petit peu, on parle de télétravail, on parle effectivement d'employés. L'évolution vers le cloud fait que maintenant, de plus en plus, les entreprises utilisent des solutions de type SaaS. Donc, par définition, le SaaS, c'est quelque chose qui est à l'extérieur, qui est accessible depuis Internet. Les appareils mobiles avec les smartphones, le fait de dire finalement les utilisateurs peuvent éventuellement vouloir accéder à travers des tablettes, à travers des smartphones, que ça soit qui soient pilotés ou non par l'entreprise. Donc on parle des appareils personnels et puis bien sûr une ouverture encore plus forte vers les partenaires. Ce qu'on fait là par exemple avec Medsys, eh bien on travaille en Teams, mais on a des Teams qui travaillent ensemble. Donc on voit bien que le monde a énormément changé. Bon, j'ai oublié l'Internet des objets au passage, mais on voit bien que la sécurité telle qu'elle était, eh bien, ça explose complètement. On ne peut plus se permettre. On va toujours avoir notre petit noyau qui va être protégé par le réseau d'entreprise, mais on voit bien qu'on n'est plus du tout dans la même configuration. Simplement quelques chiffres, alors qui sont assez récents. Donc là, l'identité, c'est le nouveau champ de bataille. Bon, clairement, et là, je pense que je vais assez insister sur le sujet, la frontière, c'est plus le réseau. On a vu le modèle périmétrique, la frontière, c'est le réseau. Je protège à travers le réseau et mes pare-feux, etc. Et là, en fait, c'est l'identité. Pourquoi? Parce que lorsque vous accédez depuis un poste, depuis chez vous, et que vous allez accéder à une application de type SaaS, eh bien, qu'est-ce qui va faire qu'on va vous donner la possibilité? C'est principalement par rapport à l'identité. Ça va être le premier critère. On va vous dire, mais qui tu es? Et puis, on va essayer de renforcer l'authentification pour être certain que vous êtes la bonne personne. Donc, on voit bien que la frontière s'est complètement déplacée. On voit bien que maintenant, la bataille, en fait, elle se fait sur l'identité. Tout ce qui se fait par le phishing et tout ce qui peut faire que vous allez vouloir accéder à des données ou à des applications, vous allez essayer de vous attaquer sur l'identité, faire de l'usurpation d'identité. Donc simplement, par rapport aux chiffres, donc 83 millions d'attaques sur un mois, donc ça vous dit en fait l'importance à la fois, je dirais pour les attaquants, d'essayer de rentrer à travers ce vecteur, et puis l'intérêt aussi de protéger absolument efficacement cette fameuse identité. Donc les chiffres qu'on a, les 78% et 22%, on aimerait bien que ça bascule, mais dans le sens inverse. Parce que là, en fait, nous, ce qu'on a, ces chiffres-là correspondent en fait au nombre d'attaques, je dirais, qui sont sur Azure Active Directory, qui est notre composant central pour la gestion des identités. Et on voit que parmi ça, on n'a que 22% en fait d'identités qui étaient protégées par une authentification multifacteur. Et 78% authentification simple, donc uniquement identifiant mot de passe. Donc là, c'est peut-être, alors c'est un demi-mantra, mais l'authentification multifacteur, maintenant on n'y coupe plus. C'est un prérequis. Je pense que Gérard l'a martelé en tant que Microsoft quand même depuis pas mal de temps. Là, il faut absolument y passer. C'est pas forcément quelque chose de très compliqué à mettre en place, mais d'un seul coup, ça vous élève le niveau de sécurité sur l'identité. Bon, on va pas faire le marketing de la peur, mais l'idée, c'est quand même, hop, désolé, je suis passé un peu trop rapidement. L'idée, c'est de dire, regardez finalement les malwares. Alors peut-être que vous ne le voyez pas, mais par derrière, en fait, il y a du traitement qui est fait. Donc 9,6 billions, c'est milliards de malware donc, qui ont été détectés. Donc ça, c'est à la fois donc, pour la partie grand public et également la partie entreprise. Simplement, pour vous donner une idée, regardez par exemple 35,7 milliards de mails de phishing. Donc on voit bien que par derrière, il faut absolument une protection. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand c'est bien piloté, c'est relativement transparent, mais par derrière, quand même, le côté sombre fait que ça, c'est une véritable réalité et qu'il faut être capable de s'en protéger. Maintenant, pour reprendre les ransomware, la solution de facilité,
pour beaucoup d'entreprises, c'est de dire finalement, plutôt que d'investir dans la sécurité, je vais essayer de me protéger d'un point de vue assurantiel en disant je vais payer une assurance et puis comme ça, si je suis attaqué et qu'il y a une demande de rançon, le plus simple pour moi pour pouvoir récupérer toutes mes données, c'est je vais payer, ou en fait c'est l'assurance qui va payer et puis voilà jusqu'à la prochaine compromission. Donc on voit qu'il y a un jeu qui est quand même assez malsain. Hein. Quand vous regardez, je dirais ce que dit l'ANSSI par rapport à ça, l'idée c'est que c'est un petit peu facile entre guillemets. Et puis c'est un jeu dangereux également pour l'entreprise parce que je paye la rançon une fois, je récupère mes données, mais si j'ai rien fait pour me protéger, ça veut dire que je vais payer une deuxième fois, etc. En général, les assurances, au bout d'un certain nombre de sinistres, elles vont dire écoutez, allez vous assurer ailleurs. Donc simplement pour dire que cette histoire de rançon logicielle, faut quand même le prendre à bras le corps et puis arrêter de se voiler la face et puis de dire je me repose sur des assurances pour pouvoir payer la rançon. Donc maintenant, pour revenir vraiment sur la partie Zero Trust, je pense que ce qui est intéressant, c'est de revenir un petit peu en arrière pour voir d'où ça vient, pour voir qu'il n'y a pas un côté magique. Alors même si le terme Zero Trust a été forgé à un aspect un petit peu marketing, ça correspond réellement à une réalité. Alors pour ceux qui ont connu cette époque-là, si je remonte à 2004, on était toujours dans cette vision purement périmétrique. 2004, on ne parlait pas du tout du cloud. C'était même pas sous forme d'embryon. Et c'était la grande période où on faisait du 802.1x, y compris pour le filaire. Donc, on était vraiment dans cette vision de dire je protège ma périmétrie et puis je fais attention à ce que les gens qui se connectent sur mon réseau, ça soit bien des gens qui soient de confiance. On associait éventuellement donc de la santé, contrôle de santé des postes de travail, mais on était vraiment dans cette vision, vous regardez la partie en bas, vraiment réseau. Alors, ce qui est important de voir, c'est que vous avez une ligne du bas, en fait, qui a évolué, donc qui était vraiment sur la partie réseau, et la ligne du haut, qui était plus, je dirais, sur la vision identité. Quand on regarde en 2004, là c'est pareil, je ne sais pas si on trouve encore des documents de référence sur le Jericho Forum. Jericho Forum, en fait, on avait déjà les principes du Zero Trust. C'était super, c'était de dire, finalement, tous mes postes vont être à l'extérieur, mes ressources, on ne parlait pas du cloud, mes ressources restent à l'intérieur, mais il y en a peut-être certaines qui seront accessibles sans passer par l'intérieur. Donc, on avait déjà les principes du Zero Trust. Par contre, c'est bien d'avoir des principes et on n'avait absolument pas du tout les solutions pour pouvoir le décliner. Donc, il y a eu des sortes d'essais avec des passerelles VPN, mais clairement, ce sont des choses qui n'ont pas marché à l'époque. Par contre, après, je dirais donc 2010, voilà, c'est Forrester qui a introduit ce terme Zero Trust, alors qui est plus ou moins bien choisi, zéro confiance, c'est pas forcément bien choisi quand vous faites de la sécurité. Et l'idée, c'était effectivement de définir un certain nombre de principes donc, qui venaient du Jericho Forum. Et il y a eu 4 ans après, et donc là, même si c'est un concurrent, on peut lui donner cette, ce rôle. Il y a eu Beyond Corp. Alors Beyond Corp, ça a été un essai, mais là encore purement sur de l'interne. Donc c'est Google qui a mis en place donc ce qui était les principes avec un contrôle d'accès pour tous les accès. Donc globalement c'était bien, on était toujours sur une problématique purement réseau et puis on a continué. Donc 2017, un très bon livre que je vous recommande. Alors c'est un peu pour les longues soirées d'hiver, c'est assez technique mais c'est intéressant. Donc Zero Trust Network. Et si on regarde tout en haut, eh bien 2014. Donc, c'est là où on a commencé à parler de Assume Breach. Alors, Assume Breach, ça veut dire présupposer la compromission. Donc, c'est le fait de dire, eh bien, avant, tout ce qui était à l'intérieur de mon entreprise, je considérais que c'était quelque chose de sécurisé. Maintenant, on ne peut plus considérer ça, tout simplement parce que les postes de travail qui sont à l'intérieur de l'entreprise sont éminemment prêts à être compromis. Et puis, après, si à partir du moment où vous avez un poste qui est compromis, si après vous avez accès à tout depuis l'intérieur, autant vous dire que là, ça va se diffuser, la compromission va se diffuser à vitesse grand V et vous allez compromettre très rapidement avec une petite élévation de privilèges, déplacement latéral, vous allez vous retrouver administrateur Active Directory et là, l'attaquant a gagné la timbale. Donc là, c'était une posture déjà qui était de dire attention, là, on n'est plus dans la même configuration à l'intérieur. Quand vous êtes à l'intérieur, c'est pas tout blanc. Il va falloir penser à avoir une vision un peu différente.
Après, donc l'accès conditionnel 2016. Donc là, on était déjà sur la partie cloud, hein, Azure AD, et puis l'accès conditionnel, donc l'accès sous condition, c'est-à-dire que je ne fais pas confiance par défaut, systématiquement, je vais faire des contrôles et on va y revenir. L'approche authentification sans mot de passe. Donc déjà, authentification renforcée avec l'authentification multifacteur, et puis authentification sans mot de passe. Hein, si vous avez entendu parler de Windows Hello, on sait qu'une des problématiques principales, c'est le vol de mot de passe. Mot de passe, vous pouvez l'utiliser depuis n'importe où. Donc vous avez l'identifiant mot de passe, et puis c'est bon, vous avez usurpé l'identité. Et les jeux sont faits. Authentification sans mot de passe, vous ne pouvez pas piquer le mot de passe puisqu'il n'y a plus de mot de passe. Et donc, si je continue, tout ça, finalement, ça finit par se concentrer. C'est-à-dire on avait vraiment cette vision Zero Trust. Alors, vous trouvez des fois encore Zero Trust, Network Access, donc on est vraiment sur une vision purement réseau, microsegmentation, etc. Et puis là, en 2019, on a eu un document du NIST. Hein, vous aurez des présentations avec les liens. Donc, ce très bon document du NIST qui à la fois redéfinit les principes et puis explique rapidement comment est-ce qu'on va pouvoir les appliquer. Surtout, le point qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, cette vision Zero Trust, elle a été figée. Et même si c'est sorti en 2019, on est en 2022, c'est clairement devenu le document de référence. Encore dernièrement, je faisais des présentations avec d'autres entreprises et eh bien, on voit que cette vision maintenant est une vision partagée. Donc ça, c'est vraiment la bonne chose, c'est ce qu'a apporté le NIST, c'est le fait de se retrouver avec une cohérence entre l'approche réseau et puis l'approche purement identité. Alors pourquoi c'est quelque chose qui a été un peu difficile à enfanter? C'est le fait que à la fois le réseau, c'est compliqué lorsqu'on doit faire des modifications réseau. Okay, donc, on a des équipes réseau qui sont bien implantées, puis on sait très bien que sont des sujets qui peuvent être difficiles. Pareil sur l'identité, il y a une résistance au changement dans le sens où on a encore quelque chose de très vertical. Les équipes qui sont chargées de la gestion de l'identité, eh bien, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a souvent des processus. Donc, c'est un petit peu compliqué à la fois de remettre en cause ça et puis d'essayer d'imposer une vision qui va être différente. Maintenant, si on vient sur les principes. Alors, principe, il y a 3 grands principes. Donc, c'est vérifier explicitement. C'est-à-dire que systématiquement, dès qu'un utilisateur ou dès qu'une application voudra accéder à une ressource, alors ça peut être une ressource, ça peut être n'importe quelle ressource, ça peut être, classiquement, déjà pour un utilisateur, ça va être une application. Pour une application, ça peut être un service. Mais systématiquement, dès qu'on a besoin en fait d'accéder à une ressource, il y aura une authentification et ça sera à chaque connexion. Donc, on voit bien que ça a un coût. Ça veut dire que quelque chose doit être fait systématiquement à chaque demande. Principe du moindre privilège. Donc ça, c'est pas nouveau. Hein, je dirais, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures recettes. Moindre privilège, ça a toujours été un concept important. Le problème après, toujours, c'est comment est-ce que j'implémente. C'est pas aussi simple que ça. Donc, moindre privilège, en fait, ça veut dire vous donnez uniquement l'accès nécessaire et suffisant. Et ça, éventuellement, vous le faites en prenant en compte une notion de temps. C'est-à-dire que si à un instant donné, une personne a besoin d'avoir des droits d'administration, eh bien vous allez lui donner les droits d'administration, mais éventuellement pendant un temps purement réduit. Et puis présupposer la compromission, j'en ai parlé, c'est le fait de dire, eh bien, à tout moment, je peux être compromis, donc je dois mettre en place à la fois des mesures de protection, donc avec une segmentation des accès, et puis à la fois, je dois être capable d'avoir une supervision, donc de détecter très rapidement toute compromission, de façon à être en mesure de l'identifier et de la stopper. Et là, pour structurer en fait cette approche Zero Trust, en fait, on a une approche qui est par piliers. Donc ça, c'est dans la documentation que vous verrez Microsoft. Il y a 6 piliers donc, qui vont de l'identité, qui est vraiment un des piliers importants, appareil, données, applications. On va voir tout ça, comment ça se
ça scale, j'irais plutôt dans un schéma un peu plus global. Et puis, en transversal, vous avez tout ce qui est visibilité, automatisation, orchestration. Donc, visibilité, c'est je vais avoir un maximum de visibilité sur tous les événements, sur tout ce qui se passe. Automatiser s'il y a des réponses à incidents, eh bien, on sait qu'il y a une grande partie qui va pouvoir être automatisée, entre autres en s'appuyant sur des algorithmes de machine learning. Et puis, une partie orchestration, de la même manière, qui va être capable d'orchestrer des processus. Très rapidement, donc là encore, ça vous permettra d'avoir un certain nombre de références. Il faut voir que donc le CISA, qui est une agence américaine, donc qui a fait exactement le même type de décomposition. Alors il y a un pilier en moins. Ils ont mis vous voyez, le réseau et l'environnement, nous sont appelés réseau infrastructure. Ils l'ont mis dans un seul pilier. Bon, nous on a préféré avoir 6 piliers, mais globalement, l'idée c'est que vous avez un certain nombre de piliers qu'on va pouvoir détailler un peu plus. Et puis, de manière transversale, on voit visibilité analytics, automatisation. On trouve exactement, je dirais, sur les marches du palais, vous voyez en transversal tout ce qui va être lié à la supervision, l'automatisation et l'orchestration. Maintenant, pour revenir pour venir sur comment tout ça s'articule, donc il y a un pilier central. Le pilier central, hein, c'est vraiment le moteur, ça va être le composant qui va être capable de faire une évaluation en temps réel de tous les accès. Je vais essayer de prendre un exemple. Donc on voit que donc sur le côté gauche, vous avez les identités et les terminaux. Okay, donc là, on est sur un scénario qui est beaucoup plus utilisateur, mais qui est souvent un scénario qui est quand même assez, qui est celui qui va être le plus commun. Et puis, cette identité, cet utilisateur va vouloir accéder classiquement à des applications, donc on verra après les aspects données, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir prendre une décision d'accès. Donc cette décision d'accès, elle va être basée sur quoi? Elle va être basée à la fois sur l'identité de l'utilisateur. Donc là, on voit authentification multifacteur. Donc on va vouloir effectivement avoir un renforcement de l'authentification pour être absolument certain que c'est la bonne personne. Hein. Classiquement, l'authentification multifacteur, c'est j'accède à une application critique, je vais recevoir une demande comme quoi mon identifiant mot de passe n'est pas suffisant. Je reçois une demande sur mon téléphone pour valider que je suis bien la bonne personne, donc en prouvant que je suis en possession de mon smartphone. Et l'idée aussi, c'est d'être capable d'avoir des éléments de contexte qui aillent bien au-delà. Donc, à la fois, ça va être un risque sur l'utilisateur ou sur la session, un risque sur l'utilisateur, c'est-à-dire est-ce que finalement l'utilisateur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal, c'est-à-dire l'utilisateur s'est connecté depuis Bordeaux et puis 10 minutes après, il se connecte depuis le Japon. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu suspect. Donc, il y a une notion de risque. Et puis, on va prendre en compte également une partie contexte qui va être liée à l'appareil. Donc, l'appareil, depuis lequel accède l'utilisateur. Est-ce que l'appareil est l'appareil qui est classiquement utilisé par cet utilisateur, ou est-ce que c'est un nouvel appareil? Est-ce que l'appareil est conforme par rapport aux politiques de sécurité? C'est-à-dire, est-ce qu'il est à jour en termes de correctifs de sécurité? Et s'il a un EDR, ça va faire une garantie supplémentaire sur sa sécurité? Est-ce qu'on est capable justement de récupérer les informations de l'EDR pour se donner un niveau de sécurité supplémentaire et donc d'être capable d'évaluer les risques de l'appareil. De la même manière, si l'appareil est un appareil qui est un appareil personnel, eh bien forcément, on pourra prendre des décisions qui vont être différentes. Donc là encore, je prends un exemple. Vous avez un utilisateur, un employé des ressources humaines qui va accéder à une application SaaS de ressources humaines. Et bien on va dire, OK, tu accèdes depuis un poste de l'entreprise qui est correctement géré. On t'impose une authentification multifacteur. À ce moment-là, tu auras le droit à avoir un accès complet à ton application RH. Si tu essaies d'accéder depuis ta tablette, à la limite, on te donnera un accès, mais qui sera un accès uniquement en lecture. Donc voilà, donc l'idée, c'est qu'on va être capable de définir des politiques d'accès, et ces politiques d'accès seront appliquées systématiquement à chaque demande d'accès.
par rapport à ça, effectivement, on va essayer de récupérer le maximum d'informations. C'est ce qu'on appelle base d'intelligence des menaces, de façon à être capable justement d'avoir un contexte encore plus fourni pour pouvoir prendre ces décisions. Après, au niveau des données, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, au niveau des données, ça va être tout ce qui va être détection des données sensibles, et puis après, tout ce qui va être classification, étiquetage et protection contre afflux d'informations. Les applications, donc on peut aller bien sûr sur la sécurité des applications. Donc, ça va être développement sécurité, DevSecOps, etc., etc. Et puis, l'infrastructure, c'est tout ce qui va être globalement, donc à la fois tout ce qui va être IaaS, c'est-à-dire comment est-ce que je gère toutes mes VM et tous les services qui vont tourner sur les VM. Et bien sûr, la partie réseau, ça va être les bonnes pratiques réseau qui sont déjà en place on-prem. Et puis, il y a des bonnes pratiques réseau, même si on trouve quand même beaucoup les mêmes, je dirais quelque chose d'assez en miroir sur les parties cloud, mais toutes les parties réseau sur Azure, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte dans les architectures. On parle également de microsegmentation, etc., etc. Donc, pour vous dire que ça embrasse, en fait, bon, si on a décomposé en piliers, c'est que cette partie Zero Trust embrasse quand même une grande partie, quasiment toute la sécurité. Pour mapper ça par rapport à un certain nombre de solutions, mais je vais passer très rapidement parce que je sais qu'Hervé va rentrer dans les détails. Donc là, j'ai positionné les différentes technologies. Alors, c'est pas exhaustif, mais bien sûr, vous allez avoir donc pour l'accès conditionnel, donc ce fameux pilier central, hein, ce moteur de contrôle d'accès, c'est Azure AD. Donc Azure AD qui à la fois va gérer les identités, mais également va mettre en place ce contrôle d'accès conditionnel. Pour la partie sécurité des postes de travail, Defender for Endpoint, Endpoint Manager, et puis pour les données, tout ce qui est autour de Microsoft Information Protection. Donc là encore, c'est quelque chose d'assez important, hein, dans le sens où eh bien, vous allez gérer à la fois comment être capable de trouver, d'identifier les données sensibles et comment être capable de les protéger. La partie CASB, Defender for Cloud App, la partie sécurité, donc à la fois Azure Security, Azure Networking. Et pour terminer sur la partie transversale, vous avez certainement dû en entendre parler déjà Microsoft Sentinel, donc qui est notre SIEM SOAR dans le cloud. Et puis le petit dernier, Defender, donc le XDR, Microsoft Defender. Je ne rentre pas dans les détails parce que Hervé va y venir. Maintenant, pour pouvoir simplement donner une vision. Alors, ça, c'est quelque chose, je vais pas, rassurez-vous, je ne vais pas tout décliner, tout simplement parce qu'il y a un livre blanc qui va être à disposition. Donc là, c'est le premier cadeau avec lequel vous allez partir sous le coude à la fin de la présentation. C'est finalement un projet Zero Trust. La plupart du temps, les clients ils disent, OK, on a bien compris les principes, hein, on voit où vous voulez nous emmener et quelle est la direction. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir effectivement démarrer un projet Zero Trust. Donc, sans rentrer dans tous les détails, c'est comprendre la vision Zero Trust. Okay. Et puis après, être capable d'avoir une équipe transversale. Donc ça, c'est pas forcément le plus simple à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'en général, Zero Trust, on va dire, c'est les équipes sécurité et puis aussi les équipes réseau. On va les mettre dans la boucle aussi, sauf que souvent, ça marche pas forcément ensemble. Donc là, il va peut-être falloir remonter d'un niveau parce qu'en fait, il va falloir inclure les métiers, etc. Donc c'est un projet qui va être beaucoup plus transversal et pardon. Et qui va devoir impliquer beaucoup plus de personnes au niveau de l'entreprise. Alors, pourquoi un projet Zero Trust? Ça, c'est la première question à se poser. Donc, il va falloir se mettre d'accord sur, finalement, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est d'abord, par exemple, l'entreprise a été attaquée s'est pris un rançongiciel. Est-ce que le premier objectif, c'est justement de se protéger contre les rançongiciels? Est-ce que c'est ouvrir de nouveaux scénarios métiers, etc., etc. Donc là, vous verrez, je ne détaille pas là, mais effectivement, on ne va pas faire du Zero Trust simplement pour dire j'ai une médaille Zero Trust, regardez, j'ai bien fait mon boulot. C'est simplement, je dirais, il faut qu'il y ait des objectifs.
Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il va y avoir des investissements. Donc, il faut être en mesure de définir quels sont les objectifs et puis après d'être capable de mettre en place, donc de manière séquencée, les différents projets. Décliner en briques technologiques, bien sûr, on ne va pas rester dans les concepts. Il faut vraiment qu'il y ait des solutions par derrière. Donc, être capable de comprendre quelles sont les différentes briques technologiques, c'est la partie qui n'est pas forcément la plus simple, parce que ça veut dire que, en fait, il faut embrasser quand même beaucoup de solutions. Et puis, le point qui est important, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, c'est identifier son niveau de maturité. Pourquoi? Parce que vous ne partez pas de rien. Une entreprise, vous ne dites pas, je fais du zéro trust, je pars from scratch, d'une page blanche. Eh bien, forcément, vous avez déjà tout un ensemble de solutions de sécurité, la plupart du temps, beaucoup trop de solutions de sécurité. Eh bien, il faut être capable d'identifier en disant, par exemple, je suis pas mauvais sur la partie gestion des identités, par contre, sur la sécurité du poste de travail, là, je suis pas très bon. Sur la partie supervision, ouais, je suis très bien on-prem, mais sur la partie cloud, je suis pas bon. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'être capable, à ce moment-là, d'identifier son niveau de maturité, et c'est ce qui va faire qu'on va mettre en place, après, des solutions techniques qui vont être éventuellement différentes, mais on n'aura peut-être pas, j'espère, pas à tout remplacer, parce que l'objectif, c'est justement pas de tout remplacer en disant c'était pas bien avant et maintenant ça va être mieux parce que je fais du zéro trust. C'est vraiment d'identifier les points sur lesquels il va falloir s'améliorer. Bon, après, les quick wins, je rentre pas dans les détails, mais traiter en priorité le pilier identité, parce qu'on a vu que c'était devenu la frontière, etc., etc. Donc, premier cadeau, ce guide, alors il a été, il n'est pas, on l'a mis à disposition il y a déjà quelques temps. Donc, je vous engage à le lire. C'est pas très technique. C'est quelque chose qui doit faire simplement 25 pages. C'est très aéré et c'est quelque chose qui va clairement vous présenter les différents sujets et voir justement comment est-ce que vous allez être capable de démarrer votre projet Zero Trust. Je laisse la main à Hervé. Alors, je vais en profiter parce qu'il y a eu il y a eu une question qui a été posée. Alors, j'en profite, j'ai pas fait mon boulot au début de la présentation. Pour ceux qui connaissent pas, effectivement, vous avez un panneau de chat. Vous pouvez poser vos questions. En fait, c'est pas on n'est pas tous à communiquer en même temps, hein, donc. Si vous avez des questions là sur ce qu'a évoqué Jean-Yves, n'hésitez pas à les mettre dans le panneau de chat. Moi, je les vois effectivement et puis je peux les publier et les reprendre. Donc, je vais t'en reprendre une question qui était intéressante, Jean-Yves. Comme ça fait plus interactif que les reprendre qu'à la fin. Oui. Alors, attends, je l'ai publié dans le chat. Donc, j'en ai profité aussi pour mettre les différents documents que tu évoquais, les liens vers le NIST, vers ton premier cadeau, le guide projet Zero Trust. Donc, une question anonyme, c'est le nom qui apparaît. Hein. Est-ce qu'il y a des assurances qui paient pour les dégâts causés et les mesures de remédiation et pas seulement les rançons? Donc, question intéressante. Hein, est-ce que tu paies pour l'entreprise pour qu'elle se remette en état de marche et pas pour juste payer la rançon? Alors là, très bonne question. C'est ce qu'on dit en général quand on n'a pas trop la réponse. Il faudra se retourner. À mon avis, ça dépend clairement des contrats d'assurance. Le problème des assurances, c'est que plus vous demandez une couverture importante, plus effectivement, c'est quelque chose qui vous coûtera. Donc, je pense que ça doit être possible, je dirais, dans certains contrats d'assurance, plutôt, à la limite, plutôt que d'avoir à payer une rançon, de payer pour pouvoir remettre en marche et réparer les dégâts. Mais bon, là clairement, c'est pas ma spécialité. Faudrait vous renseigner au niveau des assurances. Bon, moi, je dirais, j'ai exactement la même opinion que l'ANSSI. À mon avis, si vous avez de l'argent à dépenser, dépensez-le plutôt pour sécuriser, plutôt qu'après réparer les dégâts. Alors bien sûr, ça n'empêche pas que même si vous sécurisez, etc., mais quand même, vous limitez fortement la probabilité de vous prendre une bonne attaque. Et surtout, et ça, je pense que c'est un des points importants, à partir du moment où, en fait, vous êtes dans cette vision présupposer la compromission, eh bien ça, c'est quelque chose où vous pouvez énormément limiter les dégâts.
C'est-à-dire que si vous êtes capable de détecter très rapidement une attaque, vous évitez à ce moment-là que ça se propage. Et à mon avis, c'est vraiment ça la meilleure solution. Donc, mettez en place ce qu'il faut en termes de supervision de façon à détecter et éviter justement que ça se propage. À mon avis, il vaut mieux, c'est plutôt la direction qu'il faut prendre, plutôt que de payer, entre guillemets, et souvent assez cher des assurances. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, et sans généraliser, alors je vais utiliser le terme consacré un peu, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés un petit peu, voilà. En fait, donc par rapport à ce que disait Jean-Yves, donc sur la remédiation, hein, et la réparation, on pourrait s'autoriser à penser que certaines compagnies d'assurance, donc pas toutes, hein, ça dépend des contrats, ça dépend des compagnies, etc., en fait, vont mobiliser des partenaires dont on pourrait faire partie, pour effectivement intervenir en cas de crise. Bah forcément, ça intervient le dimanche, hein, c'est toujours hypothétique, mais ça intervient le dimanche et peut-être pas plus tard que dimanche dans l'après-midi pour un client. Et le principe est là, c'est-à-dire plutôt que payer la rançon qui ne doit pas constituer une solution, rappelons-le, ça va être d'être par l'intermédiaire d'une assurance, entre guillemets, sans forcément payer pour la réparation elle-même, mais c'est le principe de dire je m'assure contre la limitation de la casse. Donc, entre guillemets, plus tôt je suis capable de remettre en route mon business, et mieux c'est. Je pense qu'il faut le voir un petit peu sur cet aspect-là, plutôt que sur l'aspect vraiment réparation sur vraiment l'aspect lié à l'incident cyber. C'est-à-dire, voilà, la remise en état, je prends une assurance pour la remise en état la plus rapide de mon système d'information. Donc, auquel cas, on interviendra. Alors, j'utilise toujours le conditionnel, parce qu'on est toujours prudent dans ces domaines de cyber, mais voilà, on interviendra pour remettre en état des parties, ça peut être tout partie, des parties, donc juste la partie AD, la partie serveur, la partie poste, la partie réseau, parce que des fois, effectivement, tous les composants réseau, il ne faut pas oublier, il y a aussi des mots de passe sur les firewalls, sur tout un tas d'équipements réseau, et ça peut être également compromis. Et quand il n'y a pas de réseau, bah, c'est compliqué de travailler quand même, hein. Enfin, quand on parle de réseau interne à une entreprise, hein, c'est vrai que avec le télétravail, c'est une autre problématique et le réseau est quand même un peu moins sensible. Enfin, bon, en ce moment, l'actualité est aussi là pour prouver que ça peut être un des sujets. Donc, mais comme tout contrat, pour terminer, hein, comme tout contrat d'assurance, il faut bien lire toutes les petites astérix, les conditions générales d'utilisation, etc. Et forcément, quand une société d'assurance, enfin, si une société d'assurance propose ce type de choses, bah, elle veut aussi s'assurer que ça ne remettra pas le couvert la semaine d'après, parce que bon, on va jouer une fois, ça sera compliqué de jouer une deuxième fois. Donc ça veut dire que on va intervenir, comme disait Jean-Yves, hein, c'est un des grands classiques, c'est il n'y a pas de XDR. Un des premiers sujets, c'est d'éviter la nouvelle attaque, le suraccident, dont on appellerait ça quand on parle de sécurité routière, etc. Hein, pour éviter le suraccident, on va prendre mettre en place tout un tas de mécanismes, et notamment le XDR, on aura l'occasion d'y revenir lors d'une prochaine session. C'est un élément super important. Comme disait Jean-Yves, il y a des outils dont Microsoft Defender for Identity pour détecter des attaques, du Golden Ticket, enfin tout un tas de compromissions autour de l'Active Directory. C'est un des vecteurs, mais ça on y reviendra lors de la session d'après. On met en place cet outillage-là. Voilà, c'est des choses qui sont exigées aussi qui pourraient être exigées par les compagnies d'assurance. Et le dernier point, c'est que il faut aussi avoir fait, ça j'en ai en parler, un certain nombre de précautions d'usage. C'est-à-dire remonter, et ça pourrait être du vécu, et dire on n'a pas de sauvegarde. Parce que alors pas de sauvegarde au sens, ça peut être au sens Active Directory, on en parlera lors d'une session, ça peut être au sens des données, etc. Ou oui, mais on pensait qu'on avait des sauvegardes, ou en fait on n'en a pas. Oui, mais en fait la solution de sauvegarde qu'on avait, ça fait 10 ans qu'on ne paye plus la maintenance. Toute ressemblance avec des cas existants ou ayant existé serait purement fortuit, comme on dit. Voilà, ça fait partie des clauses aussi qui peuvent faire que
ces sujets d'assurance vont être caduques. Donc, l'assurance, c'est pas la solution miracle pour dire ah non, mais de toute façon, moi j'ai une assurance. Ça implique une responsabilité avant et un certain nombre de clauses, de gestes de précaution qui ont dû être pris. Voilà. Je suis désolé, je me suis attardé un petit peu, mais c'est un sujet important. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Jean-Yves, ou juste un point donc sur cette partie détection. Bon, je ne les citerai pas, hein, mais il y a eu des grands clients qui travaillent dans la sécurité, qui se sont fait bien attaquer. Et je peux vous dire que sur ce type de client, en général, Sentinel a été de bienvenue. Ça a été déployé très très rapidement et ça a permis effectivement d'en voir directement les bénéfices. Donc simplement, bon, faut pas être méchant, mais des personnes qui pouvaient nous prendre de haut, eh bien, finalement, se sont trouvés très intéressés par des produits comme Sentinel après avoir subi une très très forte compromission. Donc, en dehors de ça, faut voir que cet aspect présupposé de la compromission et tout ce que ça implique est absolument fondamental pour pouvoir limiter justement les impacts d'une attaque. Alors, rapidement, je fais le tour des. Est-ce que nous pouvons avoir les slides en fin de session? Oui, il y aura l'enregistrement plus les slides, sauf si tu me dis, Jean-Yves, qu'il y a certains, peut-être certains sujets qu'on ne, mais a priori non, il n'y a rien de NDA ou quoi que ce soit. Non. Et j'avais une autre question, c'était pouvez-vous donner le lien du livre blanc? Alors si la question était sur le cadeau de Jean-Yves, tu vas faire plein de cadeaux aujourd'hui, tu es le Père Noël, avec un peu de retard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le guide projet Zero Trust, si c'était ça, le livre blanc, j'ai mis le lien dans la partie chat. Donc, j'ai mis aussi le lien du NIST et je mettrai au fur et à mesure les liens, ou si j'oublie. Voilà. De toute façon, vous aurez les slides, ils seront rappelés. Vous aurez les slides et vous aurez de toute façon les liens dans les slides. Ok, donc si je reprends la main, pour moi, il n'y a pas d'autres questions, donc continuez si vous avez des questions. Sur la partie, donc là, c'est un résumé pour d'un petit peu ce qu'on a vu en termes de piliers. Donc là, on en retrouve principalement 5. Et puis des différentes technologies qu'on peut avoir. Donc Jean-Yves en a parlé, hein, il y a beaucoup de technologies cloud. Puis là, on peut se dire, bon, finalement, c'est une vision assez simple. Ça a l'air d'être simple de s'y mettre. Alors maintenant, volontairement, on va rentrer dans les détails et prendre le slide le plus exhaustif possible. Donc si on regarde derrière, ce qu'on va avoir, il y a tout un tas de guides fournis par Microsoft. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment la caverne d'Alibaba pour les architectures de sécurité. Donc ça s'appelle le Microsoft Cybersecurity Reference Architectures, donc le Microsoft CRA. Alors CRA, pour un certain nombre de consultants, c'est un peu traumatisant, ça fait penser au compte-rendu d'activités que tu as à faire chaque mois, etc., signé par le client et tout. Là, non, dans ce site, donc je remettrai le lien, mais vous l'avez sur le slide, etc., vous allez retrouver tout un tas d'architectures de référence, dont, pour ce qui nous intéresse, et l'architecture de base, qui regroupe un petit peu tous les piliers qu'on a pu voir, c'est effectivement la partie Zero Trust, avec notamment une partie aussi, le ramp, sur lequel je reviendrai, donc le chemin, le voyage pour mettre en place effectivement cette stratégie Zero Trust. Donc c'est aussi ce que nous, on abordera au travers des différents, on ne fera pas les 6 piliers, on n'en fera que 3 dans les réunions à venir, mais voilà, on parcourra aussi ensemble ce voyage pour voir ce sur quoi on doit mettre l'accent. Alors, si je rentre dans les détails justement d'une architecture Zero Trust, donc voilà à quoi ça ressemble. On ne va pas faire le tour parce que sinon, on y passerait des heures. Et puis le but du jeu, c'est de faire un peu de teasing pour les prochaines, également les prochaines sessions. Donc voilà, quand on rentre un petit peu dans le détail de tout ce qu'on peut mettre en place avec les différentes piliers et les technologies qu'on va retrouver derrière. Donc le slide, là, je vais en profiter, c'est l'occasion de parler des piliers, des sujets qu'on n'abordera pas forcément lors des 3 prochaines sessions. Lors des prochaines sessions, ce qu'on va voir dans l'ordre, c'est ce que vous voyez à droite en
en vert. Alors c'est un peu petit sur mon écran, mais ça doit bien être ça. Toute la partie, donc Jean-Yves en a parlé, hein, le pilier principal, le pilier central, la partie identité. Donc avec ce qu'on appelle la moderne identité, ça sera l'objet de notre première session. Donc quand on parle moderne identité, on parle surtout, on pense surtout à Azure AD. J'en ai parlé tout à l'heure, je le rappelle, il ne faut pas négliger Active Directory. Je pense que Jean-Yves, tu ne me contrediras pas, il y a encore quelques belles années devant lui, hein. Donc même s'il y a beaucoup de chemins de transition et j'y reviendrai lors de la session Azure AD plus AD Better Together, voilà, il faut vraiment voir Azure AD comme un renfort de sécurité autour d'AD. Voilà, AD pour deux bonnes raisons. Il est encore présent dans les systèmes d'information et donc il faut faire avec, comme on dit. Donc on aura l'occasion de parler de tiering model, PO qui est bien marqué, qui est entouré en rouge, hein, vous le voyez en dessous, hop, je ne sais pas si tu peux le. Alors j'ai pas la main sur la présentation, mais voilà, on le voit un petit peu. Alors, voilà, à ce niveau-là, un tout petit peu en dessous de ton lien, là en rouge, la notion de station d'administration protégée, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'effectivement, on protège on protège la maison et on protège les accès à la maison. Pour faire des actes d'administration, etc. On abordera la partie Identity Protection, Identity Governance, ça on rentrera dans les détails. On trouve la partie, donc, hop, juste un tout petit peu sur la gauche, la partie de protection de l'information. Donc ça sera notre deuxième session, incluant la gouvernance des données, parce qu'effectivement, on pense beaucoup technologie, mais comme l'a dit Jean-Yves, hein, pas que. Il y a des hommes derrière, il y a des process, et la partie hommes et femmes, hein, parce qu'on est la journée de la femme, je le rappelle, c'est important. Donc, le hommes et femmes et process, ce sont des éléments majeurs de la mise en place du Zero Trust. Jean-Yves en a parlé. On aura l'occasion d'y revenir. On essaiera de faire un focus là-dessus, sur les différents sujets non technologiques sur les différentes sessions, parce que c'est un élément important. Et puis la partie la plus à gauche, la partie endpoint, qui est probablement une des plus connues. Effectivement, qui va consister, alors ce qu'on appelle Modern Device. Dans Modern Device, je trouve du Windows, je trouve de l'iOS, je trouve de l'Android, je trouve du Mac, du Linux récemment aussi qui revient, parce qu'on a du Linux dans Windows 10, Windows 11, on a du Linux qui apparaît dans Intune, etc. Donc c'est aussi un des sujets des clients et c'est donc forcément des sujets de Microsoft. Donc voilà les trois piliers sur lesquels on fera focus. Maintenant, pour revenir aux autres sujets, effectivement, ça commence par une architecture. Donc ça, c'est le point central en bleu, une architecture sécurisée de l'infra. Bon, parce qu'en IT, ça commence toujours. Donc oui, il y a des apps, c'est en général, c'est ce que vont consommer les utilisateurs que nous sommes, hein, soit l'utilisateur final, soit nous-mêmes dans une entreprise. On est un consommateur d'apps avant vous, mais l'apps s'appuie sur un certain nombre de l'apps en deux mots, hein, pas le LAPS référence AD pour ceux qui connaissent. Donc s'appuie sur de l'infrastructure. Voilà. Et dans cette infrastructure, pour définir une architecture centralisée, aussi centralisée mais sécurisée, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles le CRA, hein, dont je parlais avant, pourra aussi vous aider. Donc ça commence par un design d'archi. Donc avec des architectures, par exemple dans Azure, ce qu'on appelle du Hub and Spoke, qui est une architecture de référence. Ça passe par la sécurisation des réseaux virtuels, avec Azure Firewall, par exemple. Ça passe par la protection des applis web, avec Azure WAF. Ça passe par la protection globale là, des réseaux et des applications contre des attaques de type déni de service, qui est déjà un grand classique qui va perdurer. Et je crois hein, Microsoft a récemment repousser la plus grosse attaque DDoS de tous les temps, hein, Jean-Yves. Hein. Oui. Ça a été, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Voilà, donc c'est quelque chose de. Oui, 2,4 Tera. Donc ça commence à faire. On va dire ça comme ça commence à faire. Et puis la protection des secrets aussi avec Azure Key Vault. Donc tout ça, c'est des sujets extrêmement importants qu'on n'abordera pas dans les sessions qu'on va voir, enfin dans notre cursus là, mais ce sont des sujets auxquels il faut s'attaquer.
Et puis, en dessous, en orange, pour continuer un petit peu le tour d'horizon, la partie, quand on pense device, donc je disais, on pense Windows 10, 11, iOS, Android, Linux, Mac, etc. Mais il y a une multitude d'objets qui sont connectés au réseau, un petit peu invisibles. Enfin, on les voit tous les jours, on les a tous les jours sous les yeux. Ça peut être alors sans faire de pub, mais une enceinte Alexa, ça peut être le système d'alarme, etc., etc. Donc tous ces objets-là, il faut également les protéger. Ils sont vecteurs d'attaque potentielle par rebond, mais ils peuvent aussi être attaqués pour paralyser toute ou activité d'une société. Parce qu'il y a des sociétés qui s'appuient sur des senseurs, tout un tas de choses pour fournir un service. Donc ces réseaux-là sont souvent moins bien protégés parce qu'aussi il est plus compliqué de les mettre à jour. Parce que la mise à jour, on n'en parlera pas forcément dans les sessions, mais aussi un petit peu quand même sur la partie endpoint. Le fameux patch management, c'est un sujet qui est primordial. Bon, on pense patch management Windows, iOS, Android, Linux, etc., Mac. Il faut aussi penser mettre à jour des firmware d'objets connectés. Donc c'est un sujet qui est important. Il y a également à protéger, donc ça c'est le coin qu'on va trouver plutôt en haut à droite sur la partie SaaS, tout l'écosystème d'applications de type SaaS. Ça veut dire identifier et gérer le fameux Shadow IT. Donc les applications qu'on a dans le... Je pense que ça parle à tout le monde, mais je refais un petit focus au cas où. Les applications qu'on va avoir, parce qu'à un moment, l'IT ne répondait pas à certains services, je ne sais pas, on n'avait pas mis en place OneDrive. La nature ayant, comme on dit, horreur du vide, l'utilisateur trouve les solutions dont il a besoin, et à juste titre, puisqu'il en a besoin pour faire son métier. Il met du Box, du Dropbox ou des choses comme ça. Et après, quand on veut reprendre la main sur effectivement la data, ce sera un des sujets qu'on verra, identifier les utilisateurs qui exposent des données d'entreprise sur Box ou Dropbox, c'est un sujet. Donc ça, maîtriser les flux de données aussi. Donc ce rôle-là, on va le retrouver avec une solution qui est dévolue à MCAS. Ah non, c'est vrai, on dit plus MCAS, Jean-Yves, on dit, j'ai avoir du mal, Microsoft Defender for Cloud Apps. Voilà, comme on l'appelle désormais. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, et finir le tour d'horizon un petit peu de ce slide, parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps, tous ces différents sujets, ça produit énormément de signaux, voire des signaux faibles, c'est-à-dire qu'il est compliqué sur lesquels il serait compliqué d'identifier potentiellement une compromission. Donc, il faut bien analyser, détecter tous ces ensembles de signaux pour effectivement voir les différents signes de compromission. Ça peut être sur un seul sujet, par exemple l'identité, ça peut être aussi des signes qui interviennent sur plusieurs composants en même temps. C'est ce qu'on voit aussi, souvent les attaques élaborées sont multiples, c'est-à-dire qu'on attaque la partie identité, on attaque la partie data, on attaque la partie application. On peut faire effectivement en même temps du phishing, du déni de service et tout un ensemble de choses dans des attaques élaborées. Donc le rôle de cette tour de contrôle, donc Jean-Yves t'en parlait, qui a un rôle qui est super important, c'est ce qu'on va retrouver en haut à gauche, c'est la partie SOC. Donc chez nous, Medsys, on a un SOC qui est basé sur Sentinel, donc le produit, tu l'évoquais, Sentinel, c'est super important d'avoir un outillage qui va permettre de faire le tri dans cette quantité énorme d'informations. Parce que forcément, derrière le SOC, il y a des hommes et des femmes très compétentes en termes de sécurité, parce que les outils font beaucoup de choses, mais il y a besoin d'une compétence pour analyser ces signaux et fournir de l'intelligence supplémentaire. L'intelligence artificielle fait beaucoup de choses, mais il y a quand même besoin d'intelligence humaine et de décision à faire dans ce cadre-là, mais on a besoin d'outils. Le cerveau humain étant ce qu'il est, ne peut pas traiter des milliards et des milliards d'informations à la seconde. Donc l'objectif du SIEM, donc en l'occurrence Microsoft Sentinel, ça va être de vous fournir de vous faire un tri sur toutes les informations importantes qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions. Et on va retrouver derrière, on voit un petit peu en dessous Microsoft Sentinel, tous les Microsoft Defender for quelque chose. Donc le endpoint, le identity, le Office 365 sur lesquels est aussi la partie cloud app, donc plus security mais apps, qu'on abordera sur la partie data. Donc voilà toute l'overview, voilà toute l'ampleur du travail qui nous attend quand on parle de Zero Trust. Et alors là on se dit déjà ça fait pas mal, et si on passe au slide suivant,
Et là, on va refaire un focus sur un point qu'évoquait Jean-Yves. Alors, juste rentrer dans le détail, effectivement, la partie... je suis désolé, je n'ai pas enlevé l'animation. Ouais, tu peux passer toutes les... Je n'ai pas fait attention, je m'excuse. La partie accès conditionnel. La partie accès conditionnel, c'est parce que c'est un élément central de la stratégie de Zero Trust. Parce qu'on va retrouver, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, on y reviendra aussi sur la partie, là ça montre bien la cohérence de toutes les briques. On va trouver une partie donc, qui est plutôt en haut à gauche sur la partie identité, donc voir dans quelle mesure effectivement le fameux user risk. Est-ce que effectivement l'identité de l'utilisateur d'une façon ou d'une autre elle est compromise, ou comment je vais pouvoir m'assurer, parce que je suis plus, Jean-Yves en parlait tout au début, c'était les slides du début, je ne suis plus dans les murs de l'entreprise, je suis en mode télétravail sur mon réseau, sur ma borne Wi-Fi qui est potentiellement pas forcément qui peut avoir été compromis de diverses méthodes, hein, des compromissions d'état, des compromissions de tout un tas de choses. Je vais retrouver sur la partie basse vraiment la partie endpoint, device risk, donc le user risk, on en reparlera de tous ces sujets-là lors de notre première session, la deuxième en l'occurrence, puisque celle-là c'est la première. Device risk, ce sera la dernière, la troisième, donc on fera à Toulouse. User risk, ce sera la semaine prochaine, c'est au MS Lab de Marseille. Voilà. Et puis l'accès conditionnel en face, vous allez retrouver effectivement tout ce qu'on va pouvoir effectivement à partir de ces données, tout ce qu'on va pouvoir faire. Donc comment filtrer, je vais parler de notion de filtre, hein, entre guillemets, l'accès aux données d'entreprise, donc on voit en haut, hein, c'est du Office 365, c'est du Dynamics ou des documents, pour éviter aussi de la fuite d'informations. Le filtrer l'accès aux infrastructures cloud, donc c'est les flèches vertes où on trouve effectivement les parties donc cloud, et ça ne se limite pas, il y a des c'était pas présent, si je crois que c'était présent un petit peu sur la partie slide d'avant, mais il y a des solutions effectivement avec Microsoft Arc, avec d'autres choses pour effectivement agir sur du multi-cloud. Les clients ils sont pas en général, ils sont pas mono-cloud quand on parle de gros clients, donc il y a vraiment une notion, et Microsoft est présent aussi en termes de cybersécurité, c'est important, même si on ne le verra pas dans les sessions, de se dire qu'on protège, on fait de la protection multi-cloud. On parle bien d'AWS et de GCP. Et puis ensuite, si on parle aussi d'applications, donc non pas seulement parler de cloud, mais parler d'applications au sens SaaS, hein, les applications qu'on va consommer, et bien là, effectivement, on va gérer les applications, donc c'est la partie en dessous, ce qui est marqué SaaS application. Donc on va pouvoir profiter d'Azure AD, ça on aura peut-être l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, mais ça demandera du temps. Il y a une notion de ce qu'on appelle d'enterprise application, pour dire, pour ces applications-là, je vais faire du SSO, et donc je renforce ma posture de sécurité globale, puisque de toute façon, ma posture de sécurité liée à l'identité, elle est complètement gérée par Azure AD. Et effectivement, et la partie dans l'application, ça devient, je vais vraiment faire le focus pour sécuriser mon authentification sur la partie Azure AD. Donc ça marche pour les applications. Donc on trouve dans la partie SaaS application les applications de l'Azure AD App Gallery. Donc c'est quelques milliers d'applications qui sont référencées. Et si elles ne sont pas référencées, vous avez la partie qui est marquée un petit peu au-dessus, donc avec les applications modernes, on va travailler avec des équipes métiers, avec des équipes projets. C'est quelque chose qu'on fait en ce moment chez certains clients, effectivement, à inclure ce SSO. Alors, je le mets entre guillemets, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça qu'il est visible, que le service est rendu, le service rendu au client est visible dans les entreprises. On va le proposer pour les applications qui gèrent ce qu'on appelle de la moderne hautante avec du SAML, de l'OpenID Connect ou d'autres choses, etc. Alors on peut aussi le faire avec les applications on-prem, c'est l'Azure AD App Proxy, ça je pense qu'on n'aura pas le temps d'y revenir parce que ça prendra un petit peu de temps. Et puis le dernier sujet, c'est effectivement ce qu'on appelle du MAM, hein, la gestion des applications mobiles. Alors mobile au sens global, parce qu'au final, quand Windows 10 ou 11 fait partie effectivement de cette plateforme sur laquelle on pourra consommer des applications. Donc si on passe, rien que la partie conditional access, c'est incontournable et c'est un monde en soi. Très rapidement, parce que le temps avance. Donc vous avez ce qu'on appelle le RAMP, le Rapid Modernization Plan.
qui va vous donner effectivement des chemins. Alors, ça sera aussi l'objet des niveaux de maturité de définir aussi son propre chemin là-dedans, des chemins classiques. Donc, on va retrouver alors, je vais le passer très très vite parce qu'après vous aurez la doc, hein, mais dans les top priorités, ben, on retrouve effectivement, ça surprendra personne, la partie identité, la partie endpoint, la partie application et la partie network, sans oublier les phases, hein, on disait la gouvernance de la data et la conformité de la data, ce sont des sujets extrêmement importants. Le dernier point du bas, effectivement, à ne pas oublier, operational technology, voilà, ça fait partie des sujets un peu plus process sur lesquels il faut également mettre un focus. Voilà. Le slide suivant, bon, Jean-Yves en a déjà pas mal parlé, hein, donc vérification explicite. Le modern work, effectivement, juste parce que de toute façon, vous aurez toute la lecture de ça. Hein. Le principe du moindre privilège, ça c'est quelque chose qui est évident. C'est qu'en fait, la sécurité, le terme important, enable modern work. La sécurité ne doit pas non plus se faire au détriment, elle doit accompagner l'environnement de travail moderne. Donc, il y a des incontournables, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger, mais il faut quand même garder à l'esprit que un coffre-fort qui est complètement hermétique, etc., c'est super bien, mais si on n'arrive pas à bosser, faire son job, faire son business, etc., c'est pas non plus la solution. Donc, c'est vraiment le sujet, c'est de trouver effectivement la meilleure solution en accord avec la capacité à délivrer ce sur quoi on vous attend. Et un deuxième sujet important, le improve continuously, excusez-moi pour l'accent, on est dans un monde d'évolution continue, c'est-à-dire que les solutions cloud par nature, elles sont en évolution continue, ce qu'on sentait moins avec les solutions on-prem, hein, puisque les solutions on-prem avaient en général des cycles d'évolution de produits de 3 ans, voire 4 ans, etc. Donc l'évolution continue des produits, ça veut dire que vous payez aussi un abonnement mensuel, en général ça marche sur ce mode-là, qui vous apporte des fonctionnalités fréquentes. C'est quasiment mensuellement, voire presque de façon hebdomadaire sur certains sujets. Il faut en tirer bénéfice. Ça veut dire que la veille techno, c'est une obligation. Il faut faire de la veille techno pour se dire, tiens, le produit dans lequel j'ai investi, etc., il apporte ça maintenant et je peux améliorer ma posture de sécurité. Ça passe par tous les secure scores, on aura l'occasion d'y revenir, etc. Et ça, c'est nécessaire parce que faut pas oublier que la sécurité proposée par toutes les solutions Microsoft, elles évoluent en continu, mais la cybermenace, bien évidemment, elle évolue également en continu. Je te passe la main ensuite. Alors, un point qui est réellement important, alors je vais également mettre en évidence quelque chose qui, je dirais, qui peut sembler moins évident. Ici, on vous a présenté en fait donc tout le panel des solutions Microsoft. Okay, donc, vous n'êtes pas, alors bien sûr, si moi je vais vous recommander de passer sur du tout Microsoft, en général, vous avez un existant. Donc l'existant, comme je disais, il ne faut pas repartir d'une feuille blanche. Il faut se poser la question, effectivement, où est-ce que je suis? Et finalement, par rapport à ce que je veux, à mes différents objectifs, et là, les objectifs, là, je renforce ce qu'a dit Hervé, c'est pas faire de la sécurité pour absolument tout renforcer et faire que ça soit plus utilisable. Il faut voir que dans cette vision sécurité et zéro trust, il y a 2 aspects. Il y a je renforce ma sécurité, mais également c'est j'autorise, je permets des nouveaux scénarios. Pourquoi? Parce que l'entreprise s'est ouverte, etc. Donc il ne s'agit pas de faire des choses qui soient, trop difficiles pour les utilisateurs, donc leur mettre des bâtons dans les roues. En général, les équipes métiers, elles n'aiment pas trop ça. Et donc, à ce moment-là, ça va être des solutions de contournement qui vont être utilisées. Donc l'idée, en fait, c'est pas forcément avoir cette vision purement je fais de la sécurité, je renforce. Ça, c'est un des items qui est important. Par exemple, la lutte contre les rançongiciels et tous les types d'attaques. Et puis également, comment est-ce que je fais une ouverture, mais en garantissant ce niveau de sécurité. Et c'est là où c'est important. En fait, il faut vraiment jouer sur les 2 tableaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être capable, en fait, donc de manière tout à fait honnête, de faire un bilan, de se dire finalement en termes de sécurité et de maturité zéro trust, maintenant qu'on a bien compris ce que c'était zéro trust, où est-ce que j'en suis?
Donc là, il y a un outil qui est en ligne, que vous pouvez faire assez rapidement, qui a l'intérêt d'être fait rapidement, mais qui a le désintérêt d'être un petit peu basique. Mais au moins, vous allez y retrouver les différents, je dirais les différentes briques à mettre en face des différents piliers. Donc là, si vous regardez, en fait, ça a été, il y a 3 niveaux, niveau traditionnel, avancé, optimal, et à chaque fois, donc pour chacun des piliers, donc pour le pilier identité, on va mettre quels sont les scénarios qui sont classiques. Et bien sûr, il va y avoir une progression à la fois donc sur l'identité, sur le fait qu'on va se reposer plus ou moins, on va synchroniser l'Active Directory on-prem avec l'Azure AD, et puis après on va basculer le rôle plutôt sur Azure AD, on va mettre en place de l'authentification multifacteur, etc., etc. Donc voilà, il y a une certaine progression. Alors, donc là, ça va être le deuxième cadeau. Ça va être en fait un questionnaire de maturité Zero Trust, donc qui va quand même au-delà. Donc il est disponible en téléchargement. Alors pour l'instant, on n'en a pas fait encore trop la publicité. Donc en interne, c'est disponible. C'est publié, donc vous allez pouvoir dès maintenant le télécharger. Donc l'idée, c'était d'aller quand même au-delà, c'est-à-dire sur chacun des piliers. Donc là, vous voyez, vous allez retrouver dans les onglets les 6 piliers, de poser en général une petite dizaine de questions. Donc vous avez la question, après vous avez des réponses, donc des réponses qui peuvent être graduelles et qui peuvent être adaptées justement par rapport à la question. Et puis à la fois une explication, hein, pour être certain que vous ayez bien compris le contexte de la question. Et puis souvent un lien pour vous dire, alors même si la question ne se veut pas être forcément sur des technos Microsoft, hein, il y a des fois, on essaye quand même d'être un peu plus global, hein, de parler de CASB plutôt que la solution pour Microsoft. On va vous mettre un pointeur donc sur la techno Microsoft qui est disponible par rapport à cette question. Donc là, ça a plusieurs avantages. Le fait, c'est que il y a tout un ensemble de questions que vous ne seriez pas forcément posées au départ et qui vont peut-être vous faire découvrir un certain nombre de technos que vous ne connaissiez pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc vous allez pouvoir après identifier votre niveau de maturité, puisqu'en fait, vous avez un score sur chacun des piliers, et vous allez pouvoir faire l'exercice sur les différents piliers. Alors, il y a des choses qui vont se croiser par rapport, on sait bien que la supervision, c'est quelque chose qui est transversal. Donc, sur chacun des piliers, vous aurez une question sur la partie supervision et éventuellement l'intégration entre, par exemple, la partie gestion des appareils ou supervision des appareils par rapport à Azure AD qui, lui, pourra récupérer ces informations pour le contrôle d'accès conditionnel. Donc, bien sûr, ça ne va pas être complètement exhaustif parce qu'il aurait peut-être fallu, au lieu de poser 60 questions, il aurait fallu peut-être en poser 120 ou 200. Donc, l'objectif, ce n'était pas ça. Mais déjà, c'est de vous sensibiliser et que vous ayez déjà une première vision. Alors, à la fin, vous allez avoir un petit graphique sous forme de radar, donc là, qui va vous permettre de dire à la fois de vous rappeler le score sur les différents piliers, et puis de vous identifier, donc le résultat étant en bleu, vous allez être capable de vous positionner par rapport au niveau. Alors, est-ce que je suis traditionnel, avancé, optimal ? Et donc, ça vous donne une vision globale. Ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez, dans un premier temps, vous concentrer uniquement sur un pilier et jouer après en disant, voilà, si je mets en place le MFA, si je supprime les protocoles historiques, quel va être mon gain ? Et donc, vous voyez, vous êtes capable après, en jouant sur les réponses, de vous dire à peu près qu'est-ce qui va me faire gagner le plus. Alors, ce n'est pas un outil magique non plus, mais comme je vous dis, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, vous allez pouvoir faire une analyse de votre existant, donc vous posez des bonnes questions,
Alors là, il est clair qu'il faut que ça soit fait de manière transversale, parce que vous n'aurez sans doute pas toutes les réponses. Donc, il faudra voir certainement sur la partie réseau avec les équipes réseau, sur la partie identité avec les équipes qui gèrent la gestion des identités, sur la partie application, voir avec les personnes qui font du DevSecOps, etc., etc. Alors, même si les questions ne sont pas forcément toujours très pointues. Donc, simplement pour terminer sur ce questionnaire, sachez que c'est quelque chose qui a été réalisé donc avec plus d'une dizaine de personnes. Hein. J'ai essayé de choisir des personnes qui étaient vraiment en plus, qui avaient des spécialités sur les différents sujets. Donc, j'espère simplement que vous pourrez en tirer parti. Et surtout, je dirais, ça peut être aussi un bon moyen après de revenir vers Med6 en disant ah ben attendez, il y a des points là, je vois pas trop ce que je peux faire, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc ça peut être aussi intéressant, je dirais, pour des partenaires de venir avec cet outil-là et vous aider en fait à réaliser, je dirais, cet exercice de niveau de maturité. Donc, il est disponible dès maintenant. Alors, pour l'instant, il est en version uniquement française. Okay, je pense que d'ici quelques temps, pour élargir la communauté. Non, mais je pense que écoutez, ce qu'on essaye de faire, c'est que les livrables pour la France, on les fait d'abord en français. Après, on les traduit pour nos amis américains, pour qu'ils puissent également le diffuser, en tirer parti. Mais voilà, donc on est filiale française, donc on s'occupe d'abord de nos clients français. Donc, il sera disponible. Alors, il y a des plus grosses entreprises qui le réclament systématiquement parce que ce sont des entreprises qui sont, je dirais, qui ont des entités dans de nombreux pays et systématiquement, nous demandent la version anglaise. Donc là, vous l'avez de base en version française. Donc maintenant, j'ai essayé simplement de revenir sur des points de façon à ce que ça soit ça que vous puissiez retenir. Okay. Donc, Zero Trust d'abord, le pilier, le point par lequel il faut démarrer, c'est l'identité. Hein, vous l'avez compris, l'identité, c'est le nouveau périmètre. Donc, ça veut dire que si vous avez une gestion d'identité qui est mal administrée, bon, ça ne sert à rien. Il faut vraiment commencer par ça. Pourquoi? Parce que tout le contrôle d'accès va être basé sur l'identité. Donc, c'est le point de départ. L'authentification sans mot de passe à la portée de tous. Donc, déjà, premier niveau, c'est l'authentification multifacteur. Ça, il y a encore des personnes qui sont exprimées en disant, voilà, si vous limitez par 98% le risque de vous faire usurper l'identité si vous utilisez l'authentification multifacteur. Donc, c'est quelque chose qui est pas si complexe que ça à mettre en place. Donc, il faut absolument le faire. Et puis, dans le futur, après, c'est l'authentification sans mot de passe, c'est Windows Hello. Simplement pour vous donner un exemple, hein, le poste depuis lequel je vous parle, ça va faire à peu près 3 ans que j'ai plus de mot de passe. Hein. Je m'authentifie uniquement par reconnaissance faciale. Alors, de temps en temps, il me demande un code PIN hein, quand il n'arrive pas à me reconnaître, quand il y a trop de lumière. Mais en fait, je connais plus mon mot de passe. Contrôle d'accès conditionnel pour vérifier la position de sécurité et puis accélérer la migration vers Azure AD. Donc, on sait bien sûr que Active Directory est certainement là pendant encore pas mal de temps. Donc, il faut jouer sur les deux aspects. Nous, ce qu'on recommande, et c'est vraiment ce qu'on a fait, qu'on a mis en place au niveau Microsoft, en fait, il faut, pour limiter la surface d'attaque sur Azure sur Active Directory, excusez-moi, donc là, vraiment notre annuaire on-prem, c'est essayer donc de déporter toute la partie gestion des identités, donc les utilisateurs sur Azure AD, les appareils également, faites-les en modern management, c'est-à-dire gérez-les depuis l'extérieur. À partir du moment où, dans Active Directory, vous avez dépeupler la plupart des utilisateurs, vous n'avez plus aucun poste de travail ou alors quelques comptes de service pour des serveurs, en fait, vous avez énormément diminué la surface d'attaque. La problématique, c'est principalement les utilisateurs, mais surtout les postes de travail.
Okay. Donc l'idée à terme, c'est vraiment la stratégie qui est poussée par Microsoft, c'est de dire essayez de dépeupler et après, votre Active Directory, vous pourrez le garder pour effectivement héberger des systèmes critiques, etc. Mais essayez de déporter le plus possible donc sur la partie Azure AD. Le deuxième mantra, c'est le réseau. Donc, Internet devient le réseau d'entreprise. Pourquoi? Parce que finalement, le réseau interne se dépeuple. Hein. En général, ce qu'on dit, c'est il y a un 80-20. Avant, on avait 80% du réseau, enfin de tout le flux réseau qui était en interne. Maintenant, on a basculé. On a 80% qui est sur l'externe et 20% uniquement sur l'interne. Donc, il faut effectivement, si vous limitez les réseaux, hein, à partir du moment, si vous êtes en télétravail, si vous avez 80% de la population qui accède depuis chez eux, si vous avez une grande partie des applications qui sont dans le cloud, votre réseau interne, forcément, il diminue énormément. Par contre, il pourra rester pour héberger des ressources critiques. Donc, à ce moment-là, vous mettrez en place, vous ferez attention à segmenter un peu plus votre réseau, éventuellement à mettre en place de la microsegmentation. Mais l'idée, c'est que à terme, Internet devient un réseau d'entreprise. Pour nous, c'est clairement le cas. Moi, quand je vais me connecter, même dans les réseaux, dans les locaux de Microsoft, ce qu'on me fournit, c'est une sortie Internet. Okay. Et c'est simplement, si je veux accéder à quelques ressources internes à ce moment-là, ça sera à travers un VPN, même si je suis dans les réseaux de Microsoft. Donc, pour vous dire que ça a absolument complètement basculé. Alors, ce qu'il faut retenir, donc Zero Trust, changement de modèle de sécurité. On a bien vu, hein, c'est plus le modèle périmétrique, ça c'est bon, c'est quelque chose qu'il faut absolument remettre en cause parce qu'on a bien vu que c'est absolument plus du tout adapté aux nouvelles menaces et puis aux besoins d'ouverture. Donc Zero Trust, c'est 6 piliers. Okay. Vous n'êtes pas obligé d'envisager tous les piliers. Quand vous allez faire un projet Zero Trust, il va falloir être capable de définir une roadmap, une feuille de route et de mettre en place de travailler d'abord sur les sujets qui correspondent mieux à vos objectifs prioritaires. L'identité devient un nouveau périmètre. Internet devient à terme le réseau d'entreprise. Zero Trust peut se décliner maintenant avec des briques technologiques. Donc, bien sûr, on va vous préconiser les briques technologiques Microsoft. Vous avez vu que maintenant, c'est quand même relativement riche, mais vous pouvez très bien, j'irais vous poser la question, si vous avez des solutions techniques qui s'intègrent correctement, vous pouvez bien sûr les garder. Et le cloud est un facteur essentiel, à la fois par le fait que la plupart des applications vont être accessibles depuis le cloud, donc que ce soit des applications SaaS ou même des applications que vous aurez fait migrer, vos propres applications que vous aurez fait migrer vers le cloud. Et puis le cloud également en termes de puissance, par exemple par l'utilisation maintenant de la plupart des services qui sont hébergés dans le cloud, pour ne parler par exemple que d'Azure Sentinel et les possibilités justement qu'apporte le cloud de faire du machine learning pour pouvoir bénéficier d'efficacité d'algorithmes. Hervé. Et donc, pour mettre un peu la main à la pâte, ce que vous propose Microsoft, donc à travers nous, en fait, c'est de financer un certain nombre d'ateliers, donc de workshops en anglais, hein, gratuit, c'est-à-dire gratuit pour le client, c'est-à-dire que c'est Microsoft qui nous finance pour les délivrer chez vous. Donc on s'appuie sur un certain nombre de choses, hein, des modèles qu'on a évoqués. On va discuter avec vous. Alors ça vient en complément du questionnaire de maturité qui va venir aussi sur ce sujet-là. Alors je vous invite à vous rapprocher s'il y a des sujets qui vous intéressent de votre correspondant Med6 local, hein, puisqu'on a une présence très régionale, mais rapidement, hein, il y a des assessments plutôt généraux. Donc, premier, le Cloud Security Assessment, donc c'est plutôt la vision globale, etc. Et puis, il y en a sur des piliers qui sont un petit peu plus ciblés. On retrouve la partie data avec les données sensibles, la partie résistance aux menaces, un workshop spécifique sur l'identité, puis un workshop sur la partie SIEM qui est aussi importante, hein, avec Azure Sentinel, les parties hybrides, etc. Donc, n'hésitez pas effectivement à nous solliciter sur ces différents sujets-là. Ça permet de bien démarrer aussi son voyage dans une approche Zero Trust.
Donc sur le slide suivant, Jean-Yves, je ne sais pas si tu as mis un certain nombre effectivement de documents de référence. Oui. Oui, absolument. Donc là c'est si vous voulez creuser un peu plus le sujet. Donc il y a des e-books qui sont donc par exemple le Zero Trust e-book, c'est quelque chose qui est très concentré. Donc vous avez c'est vu de manière synthétique et surtout je veux absolument mettre en évidence donc un livre blanc qui est un livre blanc du SIGREF. Donc le SIGREF, je pense que vous connaissez, hein, c'est tout un regroupement de DSI, RSSI de grandes entreprises, grandes et moins grandes entreprises, mais c'est vraiment, je dirais, un regroupement qui fait référence, hein, et donc qui se veut être absolument, je dirais, indépendant des fournisseurs, au contraire, être capable de pouvoir faire des préconisations et des retours d'expérience. Donc, on a eu la chance, donc il y avait un groupe de travail qui a été formé par le SIGREF, donc il y avait plus d'une trentaine d'entreprises, et donc on a eu la chance d'être auditionnés. Donc, il y a eu d'autres personnes qui ont été auditionnées, d'autres entreprises. Il y a eu Akamai, il y a eu Wavestone, hein, sur la partie service, il y a eu Forrester, justement par rapport au principe de Zero Trust, il y a eu Microsoft, et le document est vraiment intéressant parce que à la fois c'est pas forcément très technique, mais il reprend tous les éléments du Zero Trust et après, en fait, prendre la hauteur sur les autres aspects, sur les impacts sur l'entreprise. Donc, vraiment, je vous recommande sa lecture. C'est assez facile à lire. C'est vraiment bien rédigé. Et puis, nous, on est très contents, je dirais, de pouvoir avoir pu apporter notre pierre à l'édifice avec le SIGREF, avec lequel on a quand même des très bonnes relations. Et pour nous, c'est important justement d'en faire la promotion. Donc, je vous invite à aller le télécharger. Et donc, on va terminer dans les temps en faisant un petit peu de teasing pour la suite, même si déjà un grand merci à Jean-Yves alors Fabien, on va se revoir, donc, mais Jean-Yves de nous avoir accompagnés, hein, c'est toujours un honneur et un plaisir de t'avoir avec nous. Et donc, pour la suite, effectivement, on redéclinera un certain nombre de piliers. Donc, en premier au Lab de Marseille, donc en présentiel avec mon camarade Jean-Philippe Lesage, donc de Microsoft. On parlera effectivement du pilier identité, avec en matière de cybersécurité, tous les chemins mènent à l'identité. Un joli titre, hein, Rendons à César ce qui appartient à Sandra, qui sera votre contact sur le slide d'après. Voilà. Le deuxième focus qu'on fera sera au Lab de Toulouse, donc là, avec mon camarade Fabien, sur la partie data. Donc également en présentiel, donc surtout si vous êtes sur place, n'hésitez pas à venir, parce que l'idée c'est Fabien, tu peux reprendre un peu la parole, hein, c'est de visiter aussi le lab, hein, si je ne me trompe pas, on fait un petit accueil sympa et une petite visite, quoi. Exactement, tout à fait, Hervé. L'objectif aussi, c'est de vous faire découvrir en fait ce lieu, ce tout nouveau lieu qui a été lancé courant 2021. 2020-2021 de la Cité à Toulouse, donc qui sont les anciennes halles Latécoère qui ont été complètement réhabilitées par la région Occitanie et dans lequel Microsoft a décidé d'implanter le Microsoft Experience Lab pour être au plus proche de nos clients et de nos partenaires sur la région Occitanie. Et donc nous aurons l'occasion de vous faire visiter ce magnifique lieu et ensuite d'attaquer dans le vif du sujet autour de la protection des données, donc le 19 avril. Et je serai là pour vous accueillir, bien entendu. Ce sera un plaisir de vous retrouver en présentiel. Et donc, on sera sur place. Et là, ce sera mon camarade Philippe Dudognon de Microsoft qui officiera avec moi sur la partie data. Et le dernier, la partie endpoint au lab de Nantes. Donc, également sur place pour les personnes qui voudraient s'y rendre. Même topo, même visite, etc. Et là, ce sera avec Mister Julien Guélec, également de Microsoft, que certains, je pense, connaissent déjà, comme Philippe ou Jean-Philippe. Écoutez, merci
merci à tous et toutes de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et je laisse, tout seigneur, tout honneur, à Jean-Yves le mot de la fin. Écoutez, ça a été un plaisir d'intervenir avec un de nos partenaires importants, Med6. J'espère simplement que vous aurez vu l'intérêt d'avoir un raisonnement différent maintenant, de passer sur du Zero Trust, que vous serez convaincus que c'est pas que du marketing, parce qu'en général, les clients disent « Ah bah oui, mais Zero Trust, c'est du marketing pour vendre, pour vendre vos produits. » Et surtout, bah, j'espère que vous allez commencer ce voyage vers les Zero Trust et que vous allez voir rapidement quels sont les bénéfices justement de changer un petit peu d'état d'esprit dans la sécurité. Simplement pour vous faire un retour, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de la sécurité et je dois dire que je crois qu'avec le cloud, c'est quand même un des plus gros changements auxquels j'ai pu me confronter et je pense que c'est un des sujets également les plus passionnants. Je vous remercie encore tous et toutes, puisque il faut mettre les femmes en exergue dans cette journée, et puis en espérant que vous serez nombreux aux différents séminaires qui vous ont été proposés. En vous souhaitant une bonne journée. Eh ben, au revoir à toutes et tous, et puis rendez-vous le 16 mars. Merci Fabien, merci Jean-Yves. À bientôt. Au revoir. Merci, très bonne journée. À bientôt.